Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. La famille du lieutenant Hambali s'inquiète des restrictions de visite auxquelles fait face le lieutenant Hambali, détenu à la prison civile de Terra depuis plusieurs mois dans le cadre d'une affaire de présumé coup d'État. Explication avec Maman Sani Hambali, petit frère du lieutenant Hambali. On l'écoute. C'était le vendredi passé, aux environs de 2h50, 3h moins, au moment où il faisait ses prières nocturnes. Donc, il y a eu vraiment des rafales dans sa direction. Et notons également qu'il est isolé. Il est isolé de tous les autres prisonniers. Il n'a aucun contact avec les autres personnes de la prison. Donc il y a eu des impacts réels et par la grâce de Dieu, il est sain et sauf d'après les informations que nous avions reçues. Et depuis cette incidence-là, on n'a plus de ces nouvelles vraiment. On n'a plus de ces nouvelles, ils ont arrêté les visites. Donc le lendemain, lorsque nous avions appris la nouvelle, on a délégué le grand frère pour aller constater les faits et recueillir des informations. Très malheureusement, malgré qu'il détient un permis de communiquer délivré par le juge, on lui a refusé l'accès. Donc hier, jeudi, la maman a effectué le déplacement elle-même, accompagnée d'une tante pour aussi voir si peut-être elle pouvait avoir l'accès. Elle détient également son permis de communiquer délivré le mercredi, c'est-à-dire 24 heures avant la visite. Et très malheureusement, elle aussi, on lui a refusé l'accès et ils ont même refoulé la nourriture qu'elle lui a amenée. Et après cela, son avocat a délégué un huissier plutôt pour aller également sur les lieux et savoir ce qui s'est passé, c'est-à-dire constater les faits. Et malheureusement, encore une troisième fois, l'huissier aussi, on lui a refusé l'accès. Donc, c'est en ce moment que le huissier a fait appel à un juge. Le juge principal, je crois, vient de Terra, qui l'a accompagné au niveau de la prison. Là également, les responsables ont pris la fuite, si je peux le dire. Nous mettons en garde le régisseur, le surveillant-chef de Terra, qu'ils seront responsables en tout cas de tout ce qui adviendra. Et nous lançons un vibrant appel à l'ANDDH, l'Union européenne, les sociétés civiles, en tout cas à tous ceux qui ont un rapport avec le droit de l'homme, de prendre en main cette affaire-là pour pouvoir vraiment sauver la vie de notre frère. On n'a plus de ces nouvelles, en tout cas depuis, on n'a plus de ces nouvelles maintenant. On compte retourner au tribunal du militaire pour vraiment avoir une suite par rapport à cela. Autre aspect de cette édition, déclaration ce vendredi du syndicat national des enseignants du privé. Le SNEP a examiné la situation au plan académique après la rentrée au niveau secondaire avant de condamner le silence des autorités face à la violation des textes réglementant les écoles privées. Le résumé avec Hadjara Kolo et Sadou Tumi. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire au niveau du secondaire, le syndicat national des enseignants du privé se prononce sur la situation socio-académique. D'abord, le SNEP fustige les conditions de vie et de travail des enseignants du privé. Dénonce et condamne le silence coupable des ministères de tutelle face à la violation flagrante des textes réglementant l'enseignement privé. Le silence coupable des ministères de tutelle face à la violation flagrante et quotidienne des textes réglementant l'enseignement privé par plusieurs fondateurs et ONG du secteur. L'inopportunité de l'arrêté du ministère des enseignements secondaires réglementant le service de la vacation dans les écoles privées. L'exploitation éhontée des enseignants du privé par certains fondateurs véreux spécialisés dans l'octroi des salaires dérisoires de 8 à 9 mois par an. Les entraves aux libertés syndicales, surtout par certains fondateurs et certains ONG du secteur. C'est pourquoi le SNEP exige du ministère de tutelle. Le BEN SNEP exige l'application des textes réglementant l'enseignement privé dans toute leur plénitude, notamment l'ordonnance 96-035 du 19 juin 1996 et son décret d'application numéro 96-210 du 19 juin 1996 et le décret
457 PRN-Barmen du 8 décembre 2000 relatif aux normes techniques, pédagogiques et environnementales. Le retrait de l'arrêté numéro 00134-MES SG DGE DL 2SG PRI du 21 août portant réglementation du service de la vacation dans les écoles privées, source de tracasseries administratives supplémentaires et la révision des textes existants. Le SNEP pose aussi des doléances sur la table des fondateurs et des ONG du secteur. Le BEN-SNEP exige la révision à la hausse des salaires, gage de motivation et de stabilité des enseignants dans les écoles privées. Le paiement irrégulier des salaires 12 mois sur 12 et non 9 mois sur 12 pratiqué par certains fondateurs et ONG du secteur. L'immatriculation de tous les enseignants du privé à la Caisse nationale de sécurité sociale et le versement irrégulier des cotisations sociales. L'octroi des indemnités d'ancienneté, décrets et des situations à tous les enseignants du privé. Le SNEP fait une mention spéciale à certains services du ministère de l'enseignement primaire et aux responsables de certains complexes scolaires pour le respect du partenariat et des libertés syndicales. Rénovation des tableaux de l'école primaire Poudrière 1 cet après-midi par les membres de l'association Yali RLC Niger. Cette initiative dénommée Yali Blackboard vient à point nommé, surtout en cette veille de la rentrée scolaire 2017-2018. Le compte-rendu de Nafissa Hassan et Ibrahim Abdou. Yali Blackboard apporter sa pierre à l'édifice pour une éducation de qualité au Niger, c'est l'objectif visé à travers cette activité de rénovation des tableaux de l'école primaire Poudrière 1, initiée par l'association Yali RLC Niger. L'objectif de cette activité, c'est d'abord pour rendre le cadre d'études, l'environnement d'études de nos jeunes frères agréable. C'est pour ça que nous avions décidé de rénover les tableaux de cette école Poudrière 1. L'initiative, elle vient de nous tous, parce que nous étions en réunion et nous avions pensé qu'à la veille de cette rentrée, il fallait faire un geste au niveau des écoles et des établissements publics, et c'est pour ça que nous avons choisi de faire cette activité à ce moment. C'est un processus en fait. Là, c'est la première étape de notre projet. Nous allons passer dans plusieurs écoles publiques primaires de Niamey où nous allons faire ce genre d'activités. Et aussi nous allons passer au secondaire. Mais là, ça va être plus dans la gestion des notes des élèves. Et nous allons installer des applications à titre gratuit pour ces établissements pour qu'ils puissent avoir une base de données et pouvoir bien gérer les notes des élèves. Ému par ce geste noble, le directeur de l'école primaire Poudrière 1 ne cache pas sa joie. Nous sommes très contents de cette action citoyenne qui vient d'être faite dans notre école pour la rénovation donc, de nos tableaux. Et bientôt, c'est la rentrée scolaire, donc les tableaux ont besoin d'être renouvelés. Et nous pensons que cette action serait une action continuelle. Et surtout que c'est une école qui est là, c'est une des plus anciennes écoles qui jusque-là n'a pas de clôture. Les plus jeunes écoles ont déjà été clôturées et nous souhaitons que cette jeune association qui vient donc de mener cette action puisse aussi faire une requête pour la clôture de l'école. Donc nous les remercions infiniment et cela doit être vraiment salué du point de vue citoyen pour que toutes les autres associations leur emboîtent les pas. À travers cette activité, l'association Yali RLC Niger vient ainsi de démontrer combien de fois elle se soucie d'une éducation de qualité au Niger. Rappelons que l'association Yali RLC Niger est composée de jeunes Nigériens bénéficiaires du programme Yali, Young African Leader Initiative du Centre régional de leadership de Dakar. Après 10 jours de formation, 18 forces de défense et de sécurité ont reçu ce matin leur attestation. C'est une formation de renforcement de capacité de ces forces de défense organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Le compte rendu de Asama Seydou et Aboubakar Souley. Après 10 jours de formation des formateurs des forces de défense et de sécurité par l'ambassade des États-Unis, l'heure est à présent à la remise d'attestation aux récipiendaires.
Cette formation est la énième que l'ambassade des États-Unis fait à l'encontre des forces de défense et de sécurité. On a eu plusieurs formations dans plusieurs domaines. En tant que directeur de la formation, je suis bien savoir, parce que tout passe par mon bureau. Donc, je ne peux que féliciter et encourager cette dynamique et profiter par la même occasion, au nom du haut commandant de la garde nationale, et féliciter les responsables de l'ambassade américaine pour les efforts qu'ils continuent à faire dans le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité en général. L'inspecteur général, également directeur des études et de la coopération de la Direction générale de la police nationale, salue l'initiative. Je tiens une fois de plus à remercier l'ambassade des États-Unis par rapport aux multiples et inlassables efforts qu'elle ne cesse de fournir par rapport au renforcement des capacités de nos forces de sécurité intérieure. Une fois de plus, nous sommes ici aujourd'hui par rapport au renforcement professionnel des capacités des instructeurs, en un mot des formateurs. Donc, monsieur le formateur, vous avez reçu des kits par rapport aux outils pédagogiques et je pense que vous allez les partager, les démultiplier au niveau de vos unités respectives. Les bénéficiaires, eux, ne cachent pas leurs sentiments. Je suis très fier de cette formation-là qui nous a permis, n'est-ce pas, de nous outiller dans le domaine de la sécurité. Parce que nous avions, avec cette formation, on a découvert, n'est-ce pas, nos défaillances, nos erreurs, on a corrigé et franchement, je dirais que nous retournons dans nos sections, n'est-ce pas, avec une nouvelle force. Très satisfait de ces modules qui nous ont permis effectivement de rehausser notre niveau, n'est-ce pas, dans le domaine de la sécurité. Nous souhaiterions que les formations continuent, puisque nous savons bel et bien que la sécurité est d'abord la pierre fondamentale, n'est-ce pas, de la paix dans le monde. Donc, si ces genres de formations continuent, nous serions à mesure, n'est-ce pas, de relever certains défis. En guise de reconnaissance, les stagiaires ont remis des cadeaux symboliques aux encadreurs. Cérémonie de signature d'accord cadre de partenariat entre le Fonds de solidarité africain FSA et la Banque de l'Union du Burkina Faso ce matin au siège du FSA. Un accord qui vise à développer les entreprises au Burkina Faso. Le compte-rendu de Ismaël Moumouni et Abdel Nasser Seydou. Raffermir les liens entre ces deux grandes institutions en vue de contribuer à la création et au développement des entreprises au Burkina Faso, c'est ce qui a guidé la Banque de l'Union BDU du Burkina Faso et le Fonds de solidarité africain FSA à signer un accord cadre de partenariat. Le responsable du FSA a tenu à rassurer la BDU du Burkina Faso par rapport à ce partenariat. La convergence de nos missions, la complémentarité de nos instruments opérationnels justifie amplement cette volonté mutuellement affichée de convenir d'un accord cadre de coopération. Et je pense que le plus grand bénéficiaire sera l'économie du Burkina Faso. Comme pour joindre l'acte à la parole, je le dis surtout à l'attention des messieurs les administrateurs ici présents, que déjà l'accord cadre de coopération que nous allons signer va connaître un début d'exécution. Parce que nous avons déjà 2 projets dans notre portefeuille commun, Banque de développement, Banque de l'Union et Fonds de solidarité africain, pour un montant total d'à peu près 350 millions. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le quantum que la volonté ainsi exprimée. Et je dois dire que le Fonds de solidarité africain a une capacité de concentration de risque sur la même signature de 5 milliards 200 millions. Profitez-en. Et
je suis sûr qu'à partir de janvier 2018, ce ne serait plus 5 milliards d'euros, ce serait plus de 6 milliards. Le directeur général de la BDU du Burkina Faso nous relate le choix porté au FSA. La Banque de l'Union Burkina Faso se réjouit donc de coopérer avec une aussi prestigieuse institution, ce qui lui permettra de réduire le risque du crédit en finançant les petites et moyennes entreprises, souvent confrontées à l'absence de garanties adaptées. Comme vous l'avez déjà dit, monsieur le directeur général, nous sommes dans un groupe bancaire déjà présent au Mali, à travers la Banque de développement du Mali, en Côte d'Ivoire, avec la Banque de l'Union Côte d'Ivoire, en Guinée-Bissau, avec la BDU Guinée-Bissau et bien sûr au Burkina Faso. La BDU Burkina Faso veut servir de tremplin pour étendre ce partenariat à d'autres banques du groupe. Cet accord est vivement apprécié par l'administrateur de la BDU et c'est à travers une photo de famille pour immortaliser l'événement qu'a pris fin cette cérémonie. Clôture ce matin de l'atelier de formation des journalistes sur les politiques sectorielles eau, hygiène et assainissement initié par le REGIA avec le soutien de WaterAid. Objectif outiller les hommes des médias sur les questions liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Le compte rendu de Abdul Razak Hamidou et Cheibou Guissou. Au terme de 2 jours de formation des journalistes sur les politiques sectorielles eau, hygiène et assainissement, initié par le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, avec l'appui financier de WaterAid, qui a élaboré une stratégie nationale sur 5 ans et qui est aussi un partenaire stratégique de l'État du Niger. WaterAid a élaboré une stratégie nationale 2016-2021. À travers donc cette stratégie, nous avons élaboré un plan de communication et de plaidoyer. Et l'activité qui nous réunit ce matin entre dans ce cadre-là de la communication pour le secteur. L'objectif, comme l'a dit M. le Président, c'est vraiment d'outiller les hommes et les femmes des médias que vous êtes, d'être outillés et surtout d'avoir les éléments pour faire la communication sur le secteur, pour faire le plaidoyer pour le secteur et surtout influencer ces politiques. Ce n'est pas seulement de les écouter, mais surtout de voir comment influencer pour que, en tout cas, l'agenda 2030, partout, pour tous, que chaque ménage, chaque citoyen au Niger puisse avoir l'accès à l'eau potable. Le message fort, c'est partout et pour tous. Il ne suffit pas de faire seulement un point d'eau, mais c'est d'amener le robinet. Il ne faut pas faire un puits ou un forage, mais d'amener le robinet, en tout cas au niveau des ménages. Donc vraiment, cet atelier-là est axé pour ça. C'est l'objectif principal de cet atelier-là. Cette formation ayant pour objectif premier de mieux outiller les hommes des médias sur l'eau, l'hygiène et l'assainissement afin d'avoir les éléments nécessaires pour mieux communiquer. C'est un sentiment de satisfaction qui se dégage. On retient de très belles choses parce que nous sommes arrivés à être très outillés sur toutes les politiques sectorielles de l'eau et l'assainissement au Niger que les journalistes ignoraient ou qui ne maîtrisaient pas. Aujourd'hui, l'histoire donne raison à toutes les parties prenantes dans les secteurs. L'État particulièrement, parce que l'État, toutes les initiatives qu'il entreprend dans les domaines de l'assainissement qui ne sont pas connus, aujourd'hui sont connus par les journalistes. Et certains même ont émis de regrets par rapport à toute la production ou toutes les choses qu'ils ont faites dans l'ignorance. Mais aujourd'hui, ça en donne des éléments pertinents de voir qu'est-ce que l'État est en train de faire pour garantir l'accès à l'eau potable et aux infrastructures d'hygiène et d'assainissement à nos communautés. Qu'est-ce que nous, en tant que journalistes, nous pouvons apporter comme contribution pour accompagner les efforts de l'État et de ses partenaires dans ces secteurs, et comment est-ce que la population, effectivement, doit apprécier tous ces efforts qui sont en train d'être faits. Pour les participants, c'est une formation très enrichissante. Cet atelier de 12 jours, initié par le REGIA avec l'aide de WaterAid, nous a permis en tant que journaliste d'appréhender, de comprendre les problèmes liés à l'eau au Niger et aussi des projets qui sont en train d'être mis en place par l'État et les différents partenaires pour enfin pallier aux problèmes d'eau
que les populations nigériennes vivent. Ces genres d'initiatives sont vraiment importantes pour nous, les hommes de médias, parce que ça permet aux journalistes de mieux comprendre les problèmes liés à l'eau et ça permet aux journalistes de mieux traiter des problèmes pareils. À la fin de la formation, des recommandations ont été formulées par les participants, recommandations qui vont sans nul doute aider à améliorer les conditions de vie des populations. Parlons de santé. Dans cette édition, notre équipe s'est intéressée au dépistage du cancer du col de l'utérus pour montrer toute son importance et inciter les femmes à se faire dépister chaque année. Le reportage est de Nafissa Yahya et Cheibou Guissou. L'un des cancers qui tue le plus les femmes au monde après le cancer du sein est le cancer du col de l'utérus, qui est une tumeur maligne du col précédée de lésions précancéreuses. Par rapport au traitement du cancer, il y a deux types. Il y a d'abord la prévention et maintenant le traitement curatif, comme on le dit, le traitement avec les molécules. Maintenant, nous, ce qui nous apporte, c'est le traitement préventif. Dans ce traitement préventif, il y a deux types aussi. Nous avons le dépistage qui se fait au niveau de la masse de la population. Donc c'est ce qu'organise le service sanitaire périodiquement. Le dépistage, c'est juste un examen qu'on fait sur une femme quelconque qui ne présente aucun signe. On fait ces examens et on arrive à détecter. Il y a ce qu'on appelle les cellules précancéreuses. Avant le cancer, il y a des cellules, c'est-à-dire c'est une modification du col qu'à travers ces examens-là, on arrive à trouver et maintenant à pousser d'autres examens. Maintenant, si on arrive à dépister ça très tôt, on peut introduire donc le traitement. Le deuxième type de traitement préventif, c'est le flottis cervico-vaginal. C'est-à-dire c'est un examen qu'on fait, là il est individuel chez les femmes qui viennent. Et cet examen-là, il est conseillé de le faire très tôt, c'est-à-dire dès le premier rapport sexuel chez la femme. Ce cancer présente des facteurs de risque, d'où l'importance de se faire dépister à temps. Il faut comprendre que ce cancer du col de l'utérus a des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de risque. Il n'y a pas de cause qu'on va dire que c'est ça qui donne le cancer. Il y a des facteurs de risque. Parmi ces facteurs de risque, nous avons le mariage précoce, le rapport sexuel précoce, nous avons la multiparité, c'est-à-dire les partenaires multiples. Donc chez les divorcés aussi, ou bien les mariages multiples. Et ailleurs, bon, bien que chez nous aussi ça a tendance à venir, le tabac, les femmes qui fument et qui prennent de l'alcool. Là, elles sont vraiment un facteur de risque de développer. Donc vous comprenez que pour le frottis cervico-vaginal, ça doit se faire avant le premier rapport sexuel. Dès le premier rapport sexuel, pour déterminer. Maintenant, le dépistage, après le frottis cervico-vaginal, une fois le premier examen fait, dès le premier rapport sexuel, on le fait chaque année. L'importance du dépistage, on a tantôt dit que c'est le deuxième cancer chez la femme. Et c'est l'un des rares cancers, si on le dépiste tôt, on introduit le traitement, il y a une forte chance de guérison de ce cancer-là chez la femme. Donc l'importance du dépistage, c'est que le cancer doit être dépisté tôt. On l'a dit, le traitement est là, il est favorable, mais il faut dépister tôt. Les manifestations de ce cancer sont tardives, d'où l'intérêt d'un dépistage régulier. Femmes, le cancer du col de l'utérus tue. Rendez-vous dans les centres de santé au moins une fois par an pour combattre ce fléau. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.